l'invité de l'actu. RMC 7h43. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Avicienne à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Vous êtes porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. On le voit, l'ARS, c'est-à-dire la direction de la santé, qui vient de réactiver pour l'Île-de-France le plan blanc et qui dit craindre de très grandes tensions dans 2 à 3 semaines. On va faire dans un instant le point sur ce que c'est que ce plan blanc et sur la situation exacte. Mais d'abord, avec vous docteur, la situation aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'enfin on peut faire face, qu'on est en contrôle, ou alors qu'au contraire c'est encore une vaste pagaille? Non, c'est une vaste pagaille. Le gouvernement n'a pas profité des 4 mois de répit de l'épidémie. Alors nous pensions, médecins, qu'au regard de la date du déconfinement, on aurait plutôt une remontée du nombre de malades au mois de juillet. Bon, on l'a que maintenant. Sauf que nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire que nous sommes revenus au nombre de lits, en particulier en réanimation, que nous avions avant la crise. Or, pendant la crise, on a largement communiqué sur le fait qu'une des raisons de la catastrophe sanitaire en France était le manque de lits de réanimation, ce que n'avait pas connu l'Allemagne ou d'autres pays. Donc aujourd'hui, d'une part, le personnel est sous tension. Nous n'avons pas plus de personnel, voire dans certains services, moins de personnel qu'avant, parce que il reste des malades, des gens démissionnent au regard des conditions de travail qui ne se sont pas améliorées. Et puis surtout, vous voyez, la solution n'est pas d'ouvrir des lits de réanimation comme ça se fait à Bordeaux, à Marseille, quand les malades sont là et attendent les lits. Il faut prévoir. En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que autant la première vague, on peut se dire c'est arrivé, on ne l'avait pas vu venir, une épidémie évidemment imprévisible. Mais là, on savait. On pouvait anticiper. Et ce que vous nous racontez, c'est que c'est l'improvisation. Nous n'avons pas anticipé. Il fallait maintenir un nombre de lits de réanimation ouverts, disponibles, libres, avec du personnel, en attendant qu'effectivement, nous ayons de nouveau des malades. On savait qu'il y aurait des malades. Alors, à quel rythme? Vous savez, là, il n'y a pas une explosion du nombre de malades. On a une pente qui monte progressivement. Jusqu'où va-t-elle monter? Donc on pouvait la voir venir? On pouvait, bien sûr, mais c'était pas qu'on pouvait la voir venir, c'est qu'elle allait venir, on le savait. La question, c'était pas de parler de deuxième vague. On savait qu'on aurait de nouveau des malades. Or là, pourquoi l'hôpital est en crise, en particulier dans les zones où il y a un petit peu plus de malades Covid? C'est parce que nous avons repris l'activité traditionnelle. Et c'était très important pour les malades qu'on a laissés à l'abandon quand même pendant 3 mois. Hein, je répète, nous ne sommes pas en capacité. Déjà, en fonctionnement normal, nous sommes sous tension. Vous savez, moi, en tant qu'urgentiste, ça fait 15 ans que je dis, tous les hivers, tous les étés, tous les longs week-ends, nous n'avons pas assez de lits de réanimation. Donc, quand on a quelques dizaines de malades atteints de la Covid-19 en plus, eh ben, le système craque. Voilà, c'est clair. Vous, concrètement, il y a des choses qui vous manquent encore aujourd'hui? Il nous manque, vous savez, c'est du basique. Je suis venu à l'hôpital samedi matin. Donc ce samedi matin, c'est le week-end. Donc nous n'avons pas de livraison de tenues. Il n'y avait pas assez de tenues pour s'habiller au SAMU. Ça veut dire que samedi, vous arrivez au SAMU, vous êtes quand même extrêmement exposé, vous n'avez pas de tenue de protection. C'était pas les tenues de protection. On ne voit même pas du tout de tenue de protection. C'est les tenues classiques, c'est la tenue blanc, la tenue de base. Les tenues de protection, non, on n'en est même pas là. On n'en est pas là, mais c'est la tenue de base. C'est-à-dire que l'hôpital, à force de vouloir faire fonctionner l'hôpital à flux tendu, voyez, avec un matériel minimal, eh bien, il suffit qu'il y ait un incident à la blanchisserie, nous ne sommes pas livrés pour le week-end, on n'a pas de tenue. Donc, il a fallu que j'alerte l'administrateur de garde, vous voyez, le directeur de garde, pour lui dire c'est pas sérieux, et qu'on aille ouvrir la lingerie pour donner les tenues qui ne sont pas les tenues adaptées, mais au moins qu'on puisse s'habiller correctement pendant le week-end. Donc ça épuise le personnel. Et alors, vous voyez, et l'autre élément quand même important, c'est que donc j'étais de garde ce week-end. Je l'ai bien compris. Donc le matin, j'écoute la radio. Et j'entends déclenchement du plan blanc par l'ARS. Le premier concerné, moi, dans un SAMU, médecin régulateur du SAMU, je n'étais pas au courant. Vous l'apprenez par les médias. Par la média. Alors, personne ne vous appelle. Personne ne. Comment ça fonctionne? Mail, mais parce que les ARS ne servent à rien, on l'a dit depuis longtemps. Les agences régionales de santé. C'est une non-information. C'est quoi le niveau 1 du plan blanc? C'est simplement prévoir qu'on va faire des rappels de personnel, qu'on va augmenter le personnel dans certaines équipes. Mais le personnel n'est pas au courant. Mais ça, si. Mais parce que ça, il n'y a pas besoin de l'ARS pour que nos responsables se prépare. Donc juste avant que vous alliez plus loin, docteur, faisons justement un point sur ce qui est officiellement, en tout cas, puisqu'on le voit sur le terrain, c'est pas aussi limpide que ça, mais officiellement, qu'est-ce que c'est le plan blanc, Louis Amar? C'est un dispositif de crise qui peut être activé soit par le responsable de l'établissement de santé ou par un représentant de l'État. Il permet, ce dispositif, une mobilisation
totale et rapide. Du personnel peut être rappelé en renfort. Les interventions non indispensables peuvent être déprogrammées. Des lits de réanimation supplémentaires peuvent être ouverts. Des transferts de patients vers d'autres services sont rendus possibles. Si le plan blanc a été activé en Ile-de-France, c'est parce que le directeur de l'Agence régionale de santé s'attend, je le cite, à une forte tension dans les 15 jours, 3 semaines. Ce matin, près de 2500 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid dans la région, dont 250 en réanimation. Docteur, ça paraît quand même très bien organisé. Quand on écoute sur le papier, ça donne quand même le sentiment qu'on sait faire en France, qu'on n'a plus qu'à activer le plan et que tout se déroule. Oui, nous avons des très bons communicants dans les ARS, mais sur le terrain, c'est pas la réalité. Et nous n'avons pas attendu que le directeur général de l'ARS d'Île-de-France réactive le plan blanc qui n'avait pas été désactivé. En fait, pour se préparer à augmenter les personnels dans les services. Ça, on sait faire. D'ailleurs, vous avez bien vu que pendant la crise, nous sommes débrouillés sur le terrain. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons très peu de capacité de réserve en termes de personnel. Donc, je peux vous dire, dans mon service, on va faire appel à qui? De nouveau, aux étudiants. Voilà. Parce que tout le monde est sur le pont déjà, qu'aucune embauche n'a été faite. Nous réclamions des embauches à l'hôpital. Alors quand le directeur général de l'ARS ou Martin Hirsch vient sur les plateaux en disant « Ah, j'aimerais bien embaucher des infirmières, mais il n'y en a pas ». Mais les infirmières, il faut les former. En attendant, on peut embaucher ce qu'on appelle des agents hospitaliers. Ce sont des gens sans qualification, qu'on forme sur le terrain et qui pourraient soulager le travail des personnels qualifiés. Mais parce qu'on n'embauche pas à l'hôpital. Regardez, ce fameux Ségur de la santé, les 180 €, bien sûr, tout le monde va les prendre. Mais on nous a annoncé quoi? 15 000 emplois, dont 7 500 embauches sur les emplois vacants. Aujourd'hui, en Ile-de-France, nous avons plus de démissions d'infirmières que d'infirmières qui se présentent à l'embauche. Pourquoi? Parce que le niveau de rémunération, les conditions de travail sont telles que les gens s'en vont. Et les améliorations qui sont promises par le ministre de la Santé, ça n'est pas suffisant? Mais non, parce que la première revendication du mouvement, et je suis venu vous le dire ici, depuis 1 an, c'était bien sûr les rémunérations, mais ce n'était pas la première revendication. La première revendication, c'était les embauches massives. Aujourd'hui, ce que nous demandons, vous voyez, il ne manque pas de chômeurs pour ça. Nous demandons 400 000 embauches. 100 000 embauches à l'hôpital, 200 000 dans les EHPAD, 100 000 pour l'aide à domicile. Ce sont nos emplois utiles. Et si on a ces emplois dans les EHPAD et pour l'aide à domicile, il y aura sûrement moins d'hospitalisation de personnes âgées qui pourront être prises en charge par leur médecin traitant, des infirmières à domicile et qui viendront à l'hôpital quand vraiment elles ont besoin de soins aigus. Mais pendant le reste du temps, elles restent chez elles ou dans leur établissement qu'un EHPAD. Donc soigner en amont. Un mot encore, docteur, sur quand même la situation de ce que vous voyez, vous qui êtes en première ligne. Est-ce qu'en effet, vous avez le sentiment que les choses s'aggravent du côté, je veux dire, vraiment de la maladie et du nombre de malades? Est-ce que cette deuxième vague dont on parle, c'est pour prévenir les tensions des prochaines semaines, comme le dit l'ARS, ou est-ce que la tension est déjà là? Il y a déjà une tension, je vous l'ai dit, il y a déjà une tension. Une tension globale, on a bien compris, mais est-ce que vous avez le sentiment que le nombre de malades du Covid-19... Le nombre de malades du Covid-19 augmente, mais de manière tout à fait modérée. Il faut aussi rassurer la population, le nombre de morts reste très faible. Et nous avons amélioré la prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution dans le traitement, mais le fait qu'on prenne en charge les patients plus tôt, qu'on sache prévenir un certain nombre de complications, ce qu'on appelle les complications thromboemboliques. Donc on donne des anticoagulants, on donne aussi des corticoïdes qui diminuent l'inflammation, fait que la mortalité à pathologie équivalente a quand même diminué aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même important. Et puis surtout, faut être plutôt rassurant, c'est-à-dire que finalement ce virus, eh bien écoutez, il n'a pas muté. Parce que et donc il reste le même que pendant la crise. Et puis on a des certitudes, effectivement, les enfants, aucun mort chez les enfants, donc on peut rassurer les parents. Par contre, effectivement, il faut faire porter nos efforts sur les plus fragiles que sont les personnes âgées, obèses, hypertendues, diabétiques. Celles-là sont des personnes à risque et c'est là qu'on a une mortalité, surtout chez les plus 60 ans. Attention chez les plus fragiles. Merci beaucoup. Merci docteur d'être venu avec votre franchise sur le plateau d'RMC. Docteur Christophe Prudhomme, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci à vous. Vous dites, nous ne sommes pas prêts. Ça craque. Je reprends vos mots.